je m'appelle effectivement Emmanuel Di Giacomo. Je suis architecte de formation. Je suis responsable du développement des écosystèmes BIM pour Autodesk en Europe. Je suis chez Autodesk depuis à peu près 14 ans cette année. Et ça fait à peu près 26 ans, puisque bon, c'est pas le jour d'une année, mais ça fait 26 ans que je travaille sur des solutions en fait 3D pour l'architecture et la construction. Parallèlement à tout ça, j'ai un blog qui s'appelle ABCD, dans lequel je parle des actualités autour du BIM, plutôt des actualités sur ce qui se passe au niveau du marché, des projets qui se font, etc., les techniques qui sont utilisées. Je m'occupe aussi un petit peu d'éducation, je vais dans les écoles, je forme les professeurs des filières pro et STI. Et je fais vivre aussi une vie utopique sur Facebook. Sinon, je me suis occupé aussi pendant plus de 6 ans du suivi méthodologique et technique de nos clients plus ou moins importants d'Europe du Sud. Donc avant de vous parler de BIM à proprement parler, il y a un certain nombre de tendances dont il faut tenir compte actuellement qui influencent grandement la production des bâtiments et l'environnement dans lequel on se situe. Vous avez notamment l'impression 3D. On en voit de plus en plus et c'est appliqué aussi au secteur de la construction. Vous avez tout ce qui touche aux capteurs qu'on va trouver dans les bâtiments, ce qu'on appelle aussi l'IoT, Internet of Things, à partir desquels en fait on va être capable de récupérer des informations qui vont servir aussi bien en phase conception qu'en phase exploitation des bâtiments. Il y a de plus en plus d'objets connectés. Il y a peut-être certainement des gens ici dans la salle qui ont des montres qui sont connectées à leur téléphone. On a tous des smartphones. Toutes ces nouvelles technologies influencent grandement la manière dont on conçoit. La préfabrication aussi revient en force. Et aussi dans les pays anglo-saxons, on voit la robotisation qui joue de plus en plus un rôle important. Et la mobilité, ça c'est évident, la mobilité cloud, c'est des choses qui influencent les outils sur lesquels on travaille, la manière dont on construit les bâtiments. Donc il y a trois grands points aussi qu'il faut voir, qui sont en train de changer. La production, donc tous ces points-là sont influencés évidemment par toutes les tendances qu'on a vues juste avant. La production, alors la production tout d'abord en physique des bâtiments. Donc on parlait d'impression 3D, de robotisation. On voit dans les pays qui sont en avance par rapport à nous qu'effectivement les robots sont de plus en plus présents sur la construction des bâtiments. L'impression 3D, on imprime maintenant des ponts en 3D, des maisons en 3D. Il y a des expériences qui sont faites aussi bien en Chine que dans les pays anglo-saxons. On est capable d'imprimer ou de construire des bâtiments en moins de 15 jours, avec bien entendu des niveaux de qualité environnementale qui sont extrêmement intéressants. La production aussi intellectuelle change énormément, puisqu'on ne conçoit plus, que ce soit un bâtiment ou une centrale nucléaire, c'est d'actualité aujourd'hui, mais on ne le conçoit plus comme on le faisait il y a peut-être 10 ans, ou en France il y a 3-4 ans. On ne conçoit plus soit sur une table à dessin ou sur un ordinateur avec des outils 2D. Donc tout ça, c'est en train d'influencer littéralement l'environnement qui est tout autour de nous. La nature de la demande aussi change. Alors la nature de la demande, c'est aussi bien la nature de la demande de la maîtrise d'ouvrage, qui est tout à fait au fait pour une bonne partie de ce qui est en train de se passer justement au niveau du BIM, de ces nouveaux processus, de la robotisation, etc. Ils veulent des bâtiments construits plus vite, moins chers, de meilleure qualité. Ils ne sont pas fous du tout, ils savent très bien ce qui se fait et ce qu'ils peuvent en tirer comme bénéfice. La nature de la demande, c'est aussi l'utilisateur final. On parlait tout à l'heure des locataires, mais beaucoup de gens sont capables de déclencher leur chaudière ou leur réfrigérateur à distance. Et ils attendent aussi les mêmes choses de la part des logements qu'ils vont habiter, être capables d'ouvrir des volets à une certaine heure de la journée, ou alors faire préchauffer la maison, etc. Donc ça, sont des choses qui vont évidemment influencer les outils qu'on va utiliser et les bâtiments, les nouvelles générations de bâtiments qu'on va construire. Et enfin, les produits. On voit de plus en plus l'intégration des propriétés des produits de la construction à l'intérieur des maquettes numériques dont on parle beaucoup. Pas pour faire joli, pas par anecdote, mais pour pouvoir calculer les performances énergétiques ou structurelles d'un bâtiment, ou alors pour voir à quoi va ressembler ce projet.
Les produits, c'est aussi les fameux capteurs, les détecteurs de présence, etc., qui vont être source ensuite de génération d'informations qu'on va pouvoir récupérer. Alors, juste un petit retour en arrière, il y a eu 3 grandes ruptures technologiques dont on pourra parler. La première, ça a été le passage de la table à dessin aux outils 2D électroniques. Ça, c'était dans les années 80-90, avec notamment l'avènement d'un outil qui s'appelait AutoCAD, qui a permis une chose, en tout cas, c'est la numérisation de la filière, d'une part bâtiment, mais aussi de la filière de l'industrie. Donc ça a été un premier bouleversement. C'était l'ère de la documentation. La deuxième, ça a été l'ère de la maquette numérique, de l'optimisation dans les années 2000 et qui court encore jusqu'à maintenant, avec la possibilité justement de créer des maquettes par métier, par discipline, qu'ensuite on peut récupérer pour faire un certain nombre de choses. Et là actuellement, peut-être pas encore en France, mais on est dans l'ère de ce qu'on appelle la connectivité. On va avoir des systèmes de maquettes numériques qui se parlent entre elles, qui héritent des informations, des comportements des unes et des autres, et à partir desquels en fait on va être capable de faire un certain nombre d'opérations, comme par exemple la gestion et la maintenance, où on sait qu'il y a besoin, d'optimisation de ce point de vue-là. Alors il y a des défis qui sont propres à l'industrie du bâtiment. Il y a d'une part les données partagées, c'est-à-dire cette capacité qu'on va avoir à exploiter, accéder à l'information des maquettes des différents intervenants du projet, ces données partagées de manière à pouvoir les exploiter aussi bien en phase conception, construction qu'en phase exploitation. Ensuite, l'un des défis, c'est la continuité de la documentation. C'est un défi qu'on connaît depuis très longtemps, c'est-à-dire qu'à chaque phase du projet, APS, APD, DCE, etc., on va avoir de grandes ruptures, c'est-à-dire que si on devait faire un schéma de la vie d'une maquette, qu'elle soit 2D ou 3D d'ailleurs, on aura un schéma en dents de scie où à chacune des étapes, en fait, on repart à zéro. Donc cette continuité de la documentation, c'est quelque chose qui est difficile à maintenir, hein. Et justement, les nouvelles approches, puisque le BIM est un processus, ces nouvelles approches vont permettre de bypasser toutes ces problématiques-là. Ensuite, la livraison du projet, c'est aussi l'un des défis, c'est-à-dire que déjà être capable de vérifier que le projet correspond bien à ce qui avait été défini dès le début, être capable aussi d'avoir un projet, une maquette numérique, un DO numérique qui va correspondre à ce qui est véritablement le résultat final. Et enfin, tous ces nouveaux processus vont nécessiter la redéfinition des contrats dans le domaine du bâtiment. Alors il y a un certain nombre de perturbateurs qui transforment les processus, et le BIM justement c'est vraiment l'expression de cette transformation des processus. Il y a d'une part les décisions. Les décisions ne se font plus par rapport à des données, on va dire, irrationnelles ou au pifomètre, comme le disait Pascal Lemoynier tout à l'heure. Ça se fait sur la base d'informations qu'on va récupérer dans les maquettes. C'est-à-dire que quand on va calculer la performance d'un bâtiment, on va effectivement le faire par rapport à un calcul qui sera effectué par rapport aux informations qui se trouvent dans ces maquettes. BIM, on l'a dit tout à l'heure, Building Information Modeling, ça c'est le processus. Building Information Model, c'est le modèle, c'est la maquette numérique informée, pour être plus précis. Ces calculs se font sur la base du I de information. Ensuite, la communication du projet ne se fait plus comme à une époque, sur la base de plans 2D, etc. On travaille sur des maquettes 3D intelligentes, informées, etc. On est capable d'écorcher, de dilater, d'ouvrir. Et tout ça, ça bouleverse littéralement la manière dont les acteurs du projet finalement communiquent entre eux. On sait que sur le chantier, maintenant, on travaille avec des maquettes tridimensionnelles informées. Et ça permet vraiment de faire comprendre aussi bien aux ouvriers qu'à la maîtrise d'ouvrage ou aux décideurs comment le projet est structuré. D'ailleurs, les études qui sont faites par rapport au BIM montrent que le premier vecteur de changement, c'est la communication du projet. Toutes ces informations, ça génère du big data qu'on va être capable d'exploiter juste après. Ensuite, le dernier perturbateur, c'est la capacité qu'on va avoir à littéralement exploser le nombre de variantes possibles d'un seul et même projet grâce justement à la puissance qu'on va obtenir, la puissance déportée sur le cloud, c'est-à-dire qu'on va plus s'appuyer sur des machines comme celles que j'ai ici,
avec effectivement une puissance, mais peut-être pas une puissance qui serait capable pour moi d'envisager peut-être 1000 versions du même projet et prendre la meilleure version. Il ne s'agit pas de faire 1000 versions pour faire 1000 versions, il s'agit de faire X variantes pour choisir, dès les phases avant du projet, la meilleure variante adaptée. Ensuite, il y a un certain nombre de tendances dont il faut tenir compte. Il y a des réglementations BIM qui sont en train d'arriver au niveau européen. L'Angleterre, le BIM est obligatoire. Les Pays-Bas, c'est obligatoire. L'Allemagne a annoncé que d'ici 2018, le BIM serait obligatoire pour tous les bâtiments financés par des fonds publics. L'Espagne l'a annoncé aussi. L'Italie l'a annoncé à partir de 5 millions d'euros. Donc tout ça, on ne peut plus considérer qu'on vit en France et que si ce n'est pas obligatoire en France, eh ben, c'est pas grave, on ne va pas faire. De toute façon, vous serez amené à travailler avec vos pays voisins, avec la Belgique, avec l'Allemagne, avec l'Espagne, etc. Vous serez obligé d'être prêt pour ces nouveaux processus. La conception connectée, j'en ai parlé, toutes ces maquettes, elles se parlent entre elles. Vous allez travailler avec un bureau d'études qui va être lui-même sur un processus BIM, vous allez échanger ces maquettes et vous allez récupérer ces informations. Et on vit une époque où les simulations sont omniprésentes. Dans l'industrie, ça fait plus de 20 ou 30 ans qu'on conçoit des avions ou des véhicules et qu'on fait des simulations aérodynamiques, de performance, de coût, etc. Donc c'est très important. Et les équipes sont de plus en plus en mode collaboratif. C'est-à-dire que moi, je vois beaucoup d'agences en France ou beaucoup de bureaux d'études qui font des projets en déporté entre Paris et Rennes, par exemple pour le métro de Rennes, je pense à Legendre Construction, je pense à l'agence Bonnet-Saunier qui fait des projets en Suisse, à Zurich, sur des processus BIM, avec des outils aussi, des environnements d'outils qui sont complètement hétéroclites, mais qui sont BIM. Et enfin, la préfabrication revient à la vitesse grand V, ça permet d'économiser effectivement. Là, je vais passer là-dessus très rapidement, puisque Pascal Lemonnier en a parlé. Il faut savoir que les Américains ont été les premiers avec GSA, General Services Administration, et Usage, qui est le US Army Corps of Engineers, à imposer le BIM pour la maîtrise d'œuvre qui souhaitaient travailler avec eux. 95% des entreprises au Royaume-Uni connaissent déjà le BIM et le taux d'adoption est extrêmement élevé. Là-bas, on est à peu près à un taux d'adoption de 80% et la Chine a intégré dans ses plans quinquennaux le BIM. Effectivement, ça a été très bien expliqué par Pascal Lemonnier. L'objectif initial, c'était 500 000 logements, l'objectif de François Hollande. Donc l'idée, c'était dynamiser la filière du BTP. Et on s'est dit, la ministre de l'époque s'est dit, bah, effectivement, le BIM, ça peut être l'un des moyens. Alors le BIM, qu'est-ce que c'est? C'est un processus de conception intégrée. Donc là, vous avez un architecte qui va faire sa maquette, qui peut être extrêmement complexe. Donc effectivement, la créativité ne s'en trouve pas bridée. Donc là, on est effectivement au sein d'une maquette Revit. Cette maquette, c'est toujours la même maquette que l'ingénieur structure va récupérer pour travailler sur la déformation, etc. Grâce aux nouveaux outils qui sont intégrés dans ce type de produit, on va être capable de faire des structures qu'on n'aurait pas imaginé faire sur un processus CAO classique 2D, comme par exemple cette verrière que vous voyez ici, et qu'on peut littéralement déformer comme on déformerait une carrosserie de véhicule, et on va être capable de plaquer dessus des éléments du type panneau de mur-rideau. Je fais une coupe, comme l'a montré le jeune homme juste avant, et la maquette de l'architecte, la voici, finalisée. Cette maquette de l'architecte va continuer à vivre sa vie et elle va permettre au bureau d'études, donc on va voir par exemple le bureau d'études CVC électrique juste derrière, qui va s'appuyer sur les informations de la maquette, donc il va travailler en mode collaboratif, pour calculer tous les systèmes qui vont être à l'intérieur du bâtiment. Ces systèmes ne sont pas des géométries bêtes et méchantes, sont des géométries qui s'appuient sur les informations, on revient toujours à l'information, les informations qui se trouvent à l'intérieur de la maquette de l'architecte. Et le dimensionnement va se faire sur la base du géoréférencement du bâtiment, donc données météo, etc., donc besoins en chaud et en froid, etc. Et ces informations vont être injectées dans la maquette. On a parlé de communication du projet. Cette même maquette de l'architecte, avec éventuellement les éléments du BE, bah cette même maquette, vous allez être capable d'en faire une image qui va être beaucoup plus léchée. Donc c'est un processus de conception totalement intégré. Si on regarde un exemple, maquette de l'architecte, maquette structure, excusez-moi, et ensuite la maquette CVC MEP. Donc en fait, dans les faits, il y a trois maquettes. Qui dit BIM dit collaboration. Qui dit collaboration dit format d'échange interopérable. Le format d'échange interopérable, c'est le format IFC ou OpenBIM.
qui est normalement, qui doit être intégré aux logiciels qui vont être capables de collaborer. Il y a ce qu'on appelle les MVD, Model View Definition, Archi, Structure, MEP. Il faut que vos logiciels soient certifiés par Building Smart International et le seul logo et OpenBIM, c'est celui-ci, comme ceci. Ensuite, qu'est-ce qu'on va être capable de faire? Eh bien, on va être capable de faire, on a parlé de livraison du bâtiment, on va être capable de faire de la levée de réserve à partir d'une maquette qu'on va embarquer sur un iPad, par exemple. On va être capable de faire des photos pour signifier des problèmes sur le chantier et les envoyer à nos collaborateurs par email, comme ce que vous voyez à l'écran. Ensuite, ce qu'on va être capable de faire aussi, c'est de charger la maquette virtuelle, de venir à l'intérieur du bâtiment, de se géoréférencer et d'afficher les éléments qui se trouveraient à l'intérieur du projet s'ils sont cachés sous un faux plafond. Cette même maquette, on va être capable de la consulter simplement aussi en mettant un point de vue, en faisant des zooms sur des tablettes numériques, comme celle que vous voyez à l'écran, de manière à pouvoir regarder ce qui se passerait à l'intérieur du projet, avoir les informations sur les éléments techniques à l'intérieur de la maquette, et éventuellement prendre les bonnes décisions. Alors le BIM, il y a beaucoup de gens qui se disent oui, c'est que pour les gros projets. Effectivement, on a des exemples comme ça, la Freedom Tower qui s'appelle One World Trade Center ou la Shanghai Tower sont typiquement des projets BIM ultra complexes. Impressionnants, ça qui sont parmi les plus grandes tours du monde entier. Mais le BIM, c'est aussi pour des choses beaucoup plus simples, comme des rénovations, ici une rénovation d'une bâtisse de 1923, ou alors des petits projets neufs comme celui que vous voyez ici. Ça va déjà permettre à la maîtrise d'œuvre, quelle qu'elle soit, de reprendre la main sur le projet. Qui dit BIM dit aussi virtualisation de la construction du projet. Construire avant de construire, comme dit Bouygues. Là, typiquement, vous avez la construction d'une future gare à New York. Toutes ces images sont des images totalement virtuelles. Donc, on voit littéralement comment va se passer la construction du projet dans le temps, et on va être capable d'anticiper les problématiques. On pourra même gérer toute la partie sécurité sur le chantier, comme le fait la société Skanska en Suède. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que le BIM, ça peut commencer en mode virtuel, c'est-à-dire soit au sein d'un navigateur, soit sur une tablette numérique comme celle qu'il y avait juste avant. Donc on va se géoréférencer, on va être capable de construire. On va être capable de construire une pré-maquette comme ça qu'on va être capable de récupérer à l'intérieur d'un logiciel comme Revit que vous avez vu juste avant. Donc on est déjà en phase esquisse au niveau du BIM. Cette maquette, elle va être synchronisée dans le cloud. Elle a déjà un certain nombre d'informations qui vont nous permettre, par exemple, de faire des calculs d'ensoleillement, des calculs de radiation solaire, et ensuite dans Revit, on va être capable de récupérer ce type d'objet. Ensuite, le BIM, en termes de créativité, c'est pas limitatif, c'est-à-dire qu'avec ce qu'on appelle du generative modeling, on va être capable de faire des choses extrêmement intéressantes. Aussi bien récupérer des informations auxquelles on n'accède pas depuis une interface graphique standard d'outils, par exemple comme Revit, pour générer des formes complexes comme celles que vous voyez en haut à droite, ou alors, comme ce que vous voyez à gauche, vérifier que l'angle de visibilité dans un amphithéâtre comme celui-ci soit correct et réponde aux standards en vigueur. Il y a plein d'autres choses qui sont possibles avec le BIM, la visualisation, on en a parlé, l'impression 3D, ça c'est aussi des choses qu'on voit de plus en plus. Optimisation, là typiquement avec ce type d'outil comme Dynamo, on va être capable d'optimiser une façade en murido. Vous savez que la problématique, c'est qu'il faut qu'il y ait le moins d'objets différents possible sur une façade en panneau de murido comme ça. Grâce à des outils comme Dynamo, on va être capable d'optimiser une façade en se basant sur le BIM, ou ce que vous voyez à l'écran, on va être capable de faire jouer des paramètres pour changer des hauteurs, par exemple, entre différents plafonds. On va être capable de calculer des performances structurelles sur un bâtiment, comme ce que vous voyez, calculer des déformations. Et la grosse différence par rapport à ce qu'on avait aussi avant, c'est que c'est une seule et même maquette qui vit sa vie tout au long du processus. On va être capable de gérer les assemblages, gérer la fabrication aussi d'un projet. On a parlé de relevé d'état existant, ça c'est l'aéroport de Denver qui a été complètement scanné pour faire son extension et sa rénovation. Donc ça rejoint ce que disait le jeune homme juste avant sur la numérisation d'un bâtiment. Et ce qui va être intéressant au niveau de cette numérisation, c'est qu'on va être capable de l'exploiter. Donc la numérisation, soit on va la faire à partir d'un scan laser,
comme ce que vous voyez ici. Donc là, ici, on est dans Récap, exactement la même techno qui était montrée tout à l'heure. Soit on va prendre des drones qui vont scanner en fait un site, et à partir des photos, on va être capable de recréer un nuage de points. Ce nuage de points, on va être capable de l'exploiter dans une maquette ici, par exemple dans Revit, pour déjà, en phase très amont, vérifier ce qu'on pourrait rajouter à l'intérieur du projet, etc. On pourra le faire aussi à très grande échelle sur des ponts, des infrastructures. Il faut savoir que déjà aux États-Unis, mais même dans d'autres pays dans le monde, ce qu'on fait, c'est que pour vérifier l'état d'avancement d'un chantier, ils envoient des drones tous les jours et ils scannent pour faire des états d'avancement de chantier. Ici, je vais passer sur la partie scan nuage de points. Sachez que ça, c'est des technologies d'ailleurs françaises. Dans la partie scan nuage de points, c'est développé à Sophia Antipolis. Et à partir, là, vous voyez, c'est typiquement réalisé à partir de photos. On a généré un nuage de points qu'on est capable de récupérer dans Revit directement pour faire ensuite un projet, extraire des coupes et faire des études d'ensoleillement. Les analyses simulations, là, en voici un panel: performance énergétique, géotechnique, thermique, structurelle, simulation de foule, facteur de lumière du jour, avec par exemple les outils de DBS, dynamique des fluides, le CFD. Là, c'est ce que vous avez vu tout à l'heure, calcul de radiation solaire sur des façades. Ça, c'est aussi le gros intérêt. Quel type de matériaux on va mettre? Où est-ce qu'on va pouvoir mettre des panneaux solaires? Donc là, à partir d'une maquette avec ce qu'on appelle un niveau de détail 100, LOD 100, on va être capable déjà de faire un tunnel du vent qu'on va simuler comme ceci en dynamique pour anticiper par exemple un effet Venturi qu'on aurait au niveau du pâté de maison. Mais on va être aussi simplement à partir de la sélection de face du bâtiment comme ça, on va être capable de calculer les valeurs de température sur des façades. La CFD, la dynamique des fluides en dynamique, comme ce que vous voyez ici, ça va permettre d'anticiper ce qui peut se passer dans une chambre d'hôpital pour éviter des maladies nosocomiales, par exemple, ou pour bien valider que effectivement les extractions, ça ne va pas se passer en plein dans la tête des chirurgiens ou du malade. Donc ça permet très concrètement, là, vous voyez, on exploite les informations de la base de données. Autre intérêt, si vous êtes bureau d'études, visualiser les contraintes sismiques et le comportement d'un bâtiment par rapport à un tremblement de terre. Donc ici, je crois qu'on est à San Francisco, je crois, ou Los Angeles. Et donc là, à partir d'une structure qu'on a modélisée, bon, je le fais en accéléré, on va voir comment va s'effondrer le bâtiment et qu'est-ce qu'on devra changer pour éviter qu'il s'effondre de cette manière-là, éventuellement les déclenchements de feu. On a parlé de communication, avec des technologies comme celles que nous, sur lesquelles on travaille, on est capable de déporter les calculs, quels qu'ils soient, calcul de structure, calcul d'image, on stream très rapidement l'information, et alors qu'autrefois on bloquait sa machine pendant tout le temps du calcul, et où on avait très peu, parfois pas suffisamment de puissance, on est capable de les envoyer sur le cloud, et là où une image prenait autrefois 2 heures pour se calculer, elle va se prendre 2 minutes, et on va être capable de naviguer de manière totalement virtuelle dans un navigateur. On va être aussi capable de simuler un incendie, comme ce que vous voyez ici, un départ d'incendie, voir comment ça se propage, voir comment la fumée se propage, où est-ce qu'on doit mettre les extracteurs, etc. Dernier point avant de terminer, là où autrefois, pour recréer des contextes topographiques comme celui que vous voyez ici, là c'est pour les JO les futurs JO au Japon, excusez-moi, on est capable, cette ville, on a été capable de la recréer en 1 semaine, alors qu'autrefois, ça nous aurait pris énormément de temps, et on peut y intégrer une maquette extrêmement détaillée. La fabrication, j'en ai parlé. Je vais juste terminer sur la partie gestion et maintenance. Donc on va être capable d'embarquer les données avec nous, ça c'était la visualisation, excusez-moi, je vais juste finir sur la gestion et la maintenance. Robotisation, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. On a maintenant des petits robots qui viennent tracer, qui embarquent la maquette numérique et qui viennent tracer directement l'emplacement des cloisons sur le chantier. Dernière chose, c'est la gestion et maintenance. Voilà. Excusez-moi, je vais juste finir sur la gestion et la maintenance et le suivi des performances énergétiques. Grâce à des maquettes, on va être capable de placer des capteurs dans le bâtiment et recréer une maquette et en temps réel venir récupérer les informations de position des personnes, d'utilisation en énergie par zone,
et de valider qu'effectivement il n'y ait pas de surconsommation, etc. Et l'un des exemples en France, nous on a travaillé avec Schneider Electric, c'est la préfecture de l'Isère qui a été complètement remodélisée. On a placé des capteurs, donc au format IFC, la maquette, et on est capable de monitorer en temps réel l'énergie qui est utilisée dans le bâtiment. Je vais m'arrêter là puisque je suis dans les temps. Voilà. Merci. Merci pour ce tour relativement exhaustif de tout ce qu'on peut trouver autour du BIM, que ce soit au niveau modèle ou modeling. Avant de donner la parole à la salle, j'aurais juste moi une petite question. On parle de process, on parle d'interopérabilité, de collaboration. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot supplémentaire sur ce qu'on peut trouver en termes de plateforme collaborative, je pense à 360 par exemple, pour que les acteurs puissent se regrouper autour d'une même plateforme et travailler ensemble sur ces process BIM. D'accord. Alors la collaboration, grosso modo, il y a trois approches. Il y a déjà le BIM, il y a trois niveaux. Il y a BIM niveau 1, BIM niveau 2, BIM niveau 3. BIM niveau 1, c'est je fais ma maquette dans mon coin, je la partage avec personne, mais déjà j'ai déjà un certain nombre d'avantages, je peux extraire des quantités, etc., comme ce qui a été montré. BIM niveau 2, je fais ma maquette et je l'envoie à quelqu'un. À partir de ce moment-là, je peux effectivement la déposer sur une plateforme collaborative. Bon, chez nous, en l'occurrence, c'est la plateforme A360. Et la troisième manière de collaborer, c'est la collaboration temps réel. C'est ce qu'on appelle le niveau 3, BIM niveau 3, où en fait, on va mettre plusieurs maquettes sur un serveur déporté et plein de personnes vont se connecter et travailler en temps réel dessus. Les Anglais considèrent que le Saint Graal, ce serait de travailler sur un fichier IFC en temps réel, mais pour l'instant, un fichier IFC, c'est juste un format d'échange et non pas un format de travail. Pour travailler en niveau 3, nous, par exemple, chez nous, on a ce qu'on appelle Revit Server. Donc, en gros, c'est un serveur déporté où on vient déporter des maquettes et on est capable de travailler en temps réel. Et on a des technos qui s'appellent BIM 360, c'est-à-dire qu'on va pousser les maquettes en déporté sur le cloud. Oui. Bonjour, Gaëlle Baudrin de Polytech Clermont. Justement, sur cette question-là de niveau 2, niveau 3, est-ce que, alors après j'aurai peut-être des réponses avec la présentation sur Kimawi, mais est-ce que c'est vraiment utile de viser une maquette unique, ou est-ce que c'est pas plus un intérêt de viser une maquette IFC, disons assez neutre, où les objets sont définis de façon normée selon la norme IFC, et qu'après chaque métier utilise son logiciel métier et fasse sa maquette numérique par rapport à son métier en fait. Donc j'entends par exemple qu'un thermicien c'est le mieux placé pour définir les espaces au niveau thermique pour faire les calculs. Donc en fait si la maquette elle ne définit pas d'espace mais elle laisse la liberté au thermicien avec son logiciel métier de définir ses espaces, est-ce que c'est pas suffisant pour collaborer plutôt que de viser un grade d'une maquette complètement intégrée avec tous les métiers, ça me paraît assez compliqué vu les caractères des informations qui sont très différentes à gérer en fonction des métiers. En fait. Ouais, alors je dirais qu'il faut, en fait, c'est une bonne question, il faut juste être pragmatique, il ne faut pas prendre le canon pour tuer la mouche. C'est sûr que si je suis architecte, je ne vais pas m'amuser à créer une maquette qui va être, que je vais penser pour être utilisée par un BET quel qu'il soit, si je travaille tout seul dans mon coin. Si je fais une maquette niveau 1, déjà je vais en tirer un certain nombre d'avantages, qualité de la documentation, extraction des informations, etc. Ensuite, effectivement, si j'ai besoin de travailler avec un bureau d'études thermique, soit je vais m'arranger, de toute façon dans une maquette Revit on aura des pièces qu'on pourrait transformer en espace, mais je vais m'arranger pour savoir comment ça pourrait être exploitable par l'autre, donc je vais peut-être lui préparer le minimum syndical d'informations qui lui permettra de réexploiter ces informations. Et ensuite, soit je vais lui envoyer ma maquette au format IFC, s'il a un logiciel qui peut faire des études thermiques sur la base du standard IFC, parce que ça pourrait être autre chose, hein. Ça pourrait être du GDXML, ou ça pourrait être une liaison directe comme Climawin de BBS Lama. Donc, en fonction des objectifs que je me définis,
je crée un certain type de maquette avec un certain niveau de détail, de modélisation, comme le disait le jeune homme tout à l'heure. Effectivement, ça ne sert à rien de passer 40 heures si ça ne vous sert à rien, ça c'est clair. C'est l'objectif qui va définir les moyens que vous allez mettre en œuvre, tout simplement. C'est ce qu'on appelle après, c'est un protocole de travail en fonction des objectifs qui sont définis. A priori, la maquette unique, ultime et complète n'a vraiment vocation à exister que dans le cas où on parlerait du fameux DOE numérique, pour avoir vraiment la maquette complète à la fin, pour faire de l'exploitation en maintenance. Mais au niveau de la phase construction-étude, avoir une maquette qui comprend tout, non seulement ça n'a pas forcément d'intérêt, mais en plus ça alourdit énormément les process. D'ailleurs, en général, il y a rarement une maquette qui contient tout. C'est une maquette par métier. Éventuellement, le BET thermique, s'il récupère une maquette très vite, il va juste coordonner les éléments qui vont l'intéresser. Si c'est un BET structure, il va juste prendre ce qui l'intéresse. Il ne va pas prendre les finitions de l'archi. Il va prendre les murs, les poteaux, les trames, les dalles, la toiture, etc. Mais tout le reste, il ne va pas coordonner. Il va juste prendre ce qui va l'intéresser, c'est tout. Ça correspond un petit peu à ce qu'on a, je donne la parole à Trichtel et Bref, au niveau de Building Smart, dans ce qu'on appelle les MVD, les Model View Definition, qui définissent une vue, un sous-ensemble du modèle IFC qu'on va échanger pour répondre à un cas d'usage spécifique qui a été clairement défini auparavant. Et le cas d'usage, ça va être je t'envoie ma maquette pour faire un débio alors que je suis en phase esquisse. Je t'envoie ma maquette pour faire un calcul de structure, etc. Donc ça correspond un petit peu à ça. Juste pour compléter votre réponse, ça c'est intégré à la norme IFC, en fait, ces modèles. Ces MVD sont des parties, des sous-ensembles du modèle IFC, mais qui sont également définis par la solution Building Smart. Merci, bonjour, Randy Archimène. Donc là, en tant que plan d'études, nous on utilise effectivement RapidServer et BIM 360. Donc juste en témoignage rapide, pour expliquer que certes, il y a des moments où on travaille fortement en mode collaboratif. Par exemple, à l'initialisation du projet, en ce moment, on est en train de construire une usine. L'avantage, c'est qu'avec BIM Server, on peut être très éloignés les uns des autres et de façon très collaborative et rapide, pouvoir échanger très rapidement pour par exemple, initialiser des problématiques d'implantation sur le site et pour prendre rapidement des décisions de cet ordre-là. Après quoi, il faut savoir que même si on est dans le cloud et même si on est en mode collaboratif, il y a quand même des éléments complémentaires techniques qu'il faut intégrer, comme des serveurs de synchronisation qui font qu'on peut travailler de façon déportée entre guillemets chacun dans notre coin. Ensuite, il y a des serveurs de synchronisation qui vont synchroniser ensuite avec la maquette qui va se trouver dans le cloud pour vérifier que tout ça est cohérent ou pas. L'intérêt de travailler de façon collaborative, mais de façon pas forcément coordonnée en temps réel, c'est de pouvoir, par exemple, avoir un bureau d'études qui travaille sur les fluides, l'autre qui a travaillé sur la structure et a pris une décision, par exemple, sur un mur porteur ou une traversée de cloison ou quoi que ce soit, et qui fait que quand on essaye de passer sa gaine à tel ou tel endroit, on va avoir effectivement à ce moment-là une possibilité de détection de clash et de renvoi immédiat de cette information. C'est-à-dire qu'on peut travailler de façon collaborative, mais pour autant être décalés les uns par rapport aux autres dans le temps, jusqu'à une resynchronisation qu'on va définir dans l'équipe de maîtrise d'œuvre pour pouvoir caler correctement l'ensemble des maquettes les unes par rapport aux autres. Alors, message aussi quand même qu'il faut dire, nous ça marche depuis qu'on est en fibre optique sur tous nos établissements. Sinon, c'est pas la peine.